Donc je vous présente ici le coup de marteau, enfin l'impulsion de Dirac, parce que le coup de marteau a déjà été fait. L'impulsion de Dirac est différente de l'impulsion. Le coup de marteau, on peut considérer que le coup de marteau, c'est l'impulsion, quoique l'impulsion doit avoir une R égale à 1. L'impulsion doit avoir une R égale à 1. Mais on peut considérer que l'impulsion est un coup de marteau. On peut le considérer comme ça. L'impulsion est un coup de marteau. Alors, ici, je vous présente donc, comment est-ce qu'on appelle ça, l'échelon unité. L'échelon unité, bon, c'est vaudra 0, le signal vaudra 0 quand t est inférieur à 0 et il vaudra 1 quand t est plus grand ou égal à 0. Alors, c'est le cas de figure ici. Je vais vous montrer l'échelon unité. Alors, ça, c'est l'échelon unité. L'échelon unité, k vaut 1. Alors, il est défini, t, si t est négatif, f de t, u de t vaut 0. Si t est plus grand ou égal à 0, ben, u de t vaudra 1. C'est simple comme bonjour. Bon, ensuite je définis ici l'échelon k. L'échelon k, ben, c'est k fois u de t qui est égal à 0 si t est négatif, et si t est plus grand ou égal à 0, on a k fois u de t est égal à k. Donc je vais montrer par une fonction. Là j'ai pris 3 pour k. Là, k vaut 3. Voilà, ça c'est la fonction donc échelon k avec k égale 3. Donc je viens de définir donc la fonction unité, u de t, et la fonction échelon k qui est k fois l'unité. Donc là vous avez déjà deux fonctions de transformation de fonctions qu'on utilise dans les transformés de la place et en électronique, en électricité aussi. Là c'est le trait morse. Le trait morse il est défini, c'est ce qu'on appelle l'impulsion. Mais l'impulsion, il y en a qui sont rigoureux, ils veulent que l'air vale 1. Par après, je dirais que l'air vaudra 1. Mais ici, bon, je peux considérer que l'impulsion, c'est un trait morse, il n'y a pas de problème. Mais dans un premier temps, je peux considérer que l'air vaut n'importe quoi pour l'impulsion. Mais après, pour les besoins du traitement, je dirais que l'impulsion, bon, ce sera une air qui vaudra 1. Alors le trait morse, voilà, vous avez le temps t qui est compris entre, qui est quand t est négatif, eh bien, la fonction est nulle. Quand t est supérieur à une valeur t donnée, la fonction est nulle, mais que dans un intervalle donné, la fonction vaut une constante k. C'est le cas par exemple de ceci. Voilà. Là, j'ai une fonction très morse. Elle démarre toujours en t égale 0. Hein. Toujours. Ne confondez pas. C'est toujours le très morse, il démarrera toujours d'ici. Hein. Toujours. Attention à ça. Hein. Faire très attention, ne confondez pas avec le coup de marteau. Parce que le trait mort, il démarre toujours en 0. Le coup de marteau, c'est justement un décalage du trait morse. Donc ça, c'est le trait morse qui démarre en 0. Alors, je vais chercher le coup de marteau. Le coup de marteau, ben, c'est la même chose, sauf simplement que quand est-ce qu'il vaudra k, mais pour un intervalle qui est compris entre t0 et t0 plus delta t. Et pour les autres intervalles, ben, il sera nul. Il sera nul. Voilà, donc je vais le construire. Voilà, ça c'est un coup de marteau. C'est un coup de marteau. J'ai mis un grand delta t. Je prends un delta t plus petit. Bon, je prends il commence en 5. Il va faire venir en 12. On a un delta t de 7 ici. Là, j'ai un delta t de 7. Là, ça, c'est si vous voulez, c'est un coup de marteau. Ou une impulsion, parce que là, je considère pour moi que l'impulsion, l'air ne vaut pas 1 dans un premier temps, mais après je dirais que l'impulsion, pour définir l'impulsion de Dirac, je devrais définir que l'impulsion, qui est la base de l'impulsion de Dirac, aura une aire de 1 pour définir l'impulsion de Dirac. Voilà, ce sera obligatoire comme ça. Alors, donc,
là, j'ai le trait morse et le coup de marteau. Trait morse et le coup de marteau. Vous avez les définitions des quatre signaux. Donc, je vous rappelle encore une fois, échelon unité, échelon K, trait morse et coup de marteau. Trait morse qui est considéré pour moi l'impulsion, dans un premier temps. Et puis on verra que l'impulsion devra avoir une R égale à 1. Ensuite, je vous montre ici quoi que ça, c'est l'échelon, unité, et que ça transformé de la place vaut 1 sur P. Ça, c'est l'échelon K, que ça transformé de la place est presque la même que l'échelon unité. Simplement, c'est K sur P. Ça, c'est la transformée de la place du trémorse, parce que je vois qu'il débute en 0. Hein, c'est le trémorse, il débute en 0. Donc, bien sûr qu'il y a la somme de 2. Ici, je vous ai montré comment on faisait pour traiter. J'ai déjà traité ça dans une vidéo. Voilà. Là, on a K, une fonction qui vaut K, un échelon K. Et là, on a une fonction décalée d'échelon moins K. Vous additionnez les deux pour avoir la transformée de la place. Connaissant la transformée de la place de l'échelon et de l'échelon moins K décalé, on s'est trouvé la transformée de la place assez aisément, qui est K sur P, 1 moins P, 1 moins E moins PT. Voilà. Donc, ça c'est pour la fonction unité, transformation de la place de la fonction unité, transformation de la place de la fonction échelon, transformation de la place du trémorse. Alors, maintenant, je vais faire le coup de marteau, parce que c'est un trémorse décalé. Eh bien, là, j'ai toujours... C'est l'intégrale de T0 qui est différent de 0, parce que c'est justement, c'est ça le coup de marteau, c'est qu'il débute pas en 0. Hein. Coup de marteau, c'est un trémorse décalé, si vous voulez. Donc, je calcule cette intégrale-là pour retrouver que ça fait... voilà. Que ça fait... donc... Alors, l'intégrale de E-PT, c'est facile. Hein. K étant une constante, il sort du signe intégral. E-PT, c'est comme si vous faisiez l'intégrale de E-KX dx, hein, ce qui fait 1 moins 1 sur K, E moins KX. Donc ce sera moins 1 sur P, parce que le K ici c'est P. Le K vaut P ici. Et le X c'est T. Voilà, ce sera moins 1 sur P, moins 1 sur P, moins 1 sur P, voilà, qui est la variable, moins 1 sur P. E moins, c'est comme si on avait X, E de moins, enfin, P est une constante, voilà, mais c'est une constante complexe, hein. P c'est un complexe, hein. On est dans les nombres complexes là. Voilà. Donc c'est comme si on avait la constante qui est là, 1 moins P, voilà, c'est 1 moins K, moins 1 sur K, moins 1 sur P. Et bien sûr, vous devez retrouver le E moins KX, dont voilà, je dois intégrer E moins PT, mais ça fera E moins PT. Bien sûr, entre les bornes, avec le moins 1 sur P, et la constante qui était présente. Hein. Vous avez une constante, je la remets. Bon, c'est très simple, c'est une intégrale simple, c'est très simple comme intégrale. L'intégrale de moins E moins KX dx, c'est moins 1 sur K, E moins KX, hein, je ne sais rien dire de plus. Plus facile que ça, il n'y a pas. Il suffit de recopier le E moins KX, voilà, il y a juste à ressortir la constante qui est inverse et négative. Voilà, mais alors il y avait une constante K, il faut la tenir en compte, donc c'est moins K sur P, au moins PT. Entre les bornes T égale T0 qui est différent de 0, puisque c'est un coup de marteau, c'est pas un trémorse. Trémorse, lui, il démarre en 0. Le T0, il vaut 0 pour le trémorse, mais pour le coup de marteau, c'est un trémorse décalé. Donc voilà, il commence en T0, et qui est différent de 0. Et vous devez aller de T0 à T qui vaut T0 plus delta T. Donc on a un écart delta T. Donc on doit aller de T0 à T0 plus delta T. Donc on a bien un écart delta T ici. Alors je remplace par les bornes, donc les bornes d'intégration. Donc j'ai K sur P, E moins PT0 plus delta T moins E moins PT0. Hein. Alors je vais mettre en évidence, bien sûr, vous l'aurez compris, E moins PT0. Alors là, je distribue le E moins PT0, ce qui fait E moins PT0, E moins P delta T. Voilà, et les exponentielles, c'est A, bien sûr, c'est A x plus Y, c'est
A fois X fois A fois Y, A exposant Y. C'est juste l'application des formules des exposants. Alors, je fais ça et puis je sors comme je me retrouve avec deux EPT0, un là et un là, je le distribue. Donc le EPT0, je le distribue, il est là. Hein. Donc il va rester quoi? E moins PT delta T moins 1. Moins K sur P, il est là. Hein. Moins K sur P, il est ici. Alors, E moins PT0, c'est ce que j'ai sorti. Ben, il est là. Enfin, disons que je vais le faire à l'envers. Je suis en train de le faire à l'envers, je m'excuse. Bon. Donc, le moins K sur P, il est là. Je le retrouve ici. E moins PT0, je l'ai sorti. Il va rester E moins PT0, E moins PT delta T, moins 1. Parce que j'ai sorti E moins PT0, si je divise par E moins PT0, il va rester moins 1. Parce qu'il y a un moins là. Il va rester moins 1. Voilà. Et alors, là, comme j'ai moins K, moins KP, ben, le moins, il va agir sur le moins là pour devenir un plus. Donc, je vais mettre le 1 devant. Et celui-là, le moins, ben, il va agir sur l'exponentiel ici pour devenir moins. Donc, on aura 1 moins E moins PT delta T. Bon, c'est juste ça. Bien sûr, avec le E moins PT qui est T0 qui a été mis en évidence, rappelez-vous. Donc ça, il s'agit du décalage du trait morse. C'est le décalage du trait morse. Et ça, c'est le trait morse d'une durée, enfin du moins tout ça, c'est la transformée de la place du trait morse d'une durée delta T. Donc le coup de marteau, c'est un trait morse qui débute en T0, c'est un trait morse décalé de T0 qui va durer delta T. Voilà, et je le montre ici. Donc on a le trait de morse d'une durée delta T et qui est décalé de 1 moins PT0 et vous avez le coup de marteau ou si vous voulez l'impulsion que certains puristes veulent que l'air vale 1. Le coup de marteau c'est l'impulsion. Le coup de marteau c'est l'impulsion pour moi. Le coup de marteau c'est l'impulsion pour moi. Mais certains voudront que l'impulsion, il faudra que l'air vaut 1. Mais le coup de marteau non. Hein. Le coup de marteau il ne faut pas forcément un air égal à 1. Bon, et ça, on a toujours un trait morse dans des bits. Par exemple, si je prends des bits électroniques, en électronique à signaux logiques ou électronique digitale, ou l'électronique, on va dire, à signaux de logique booléenne, 0 ou 1, ben on se retrouve, je veux dire, toujours avec un signal de démarrage qui est comme ceci. Et celui-ci, c'est d'office le coup de marteau, le trait morse. C'est d'office le trait morse. Et les autres qui vont suivre, ce sont les coups de marteau. Donc on a le trait morse qui fait signal de départ, et puis on a tous les coups de marteau, parce que le trait morse, il démarre toujours en 0. Et les autres, ils ne démarrent pas en 0. Ils suivent, hein, ils ne démarrent pas en 0, donc les autres, ce sont des coups de marteau. Alors, je vous ai dit qu'ici, on aura quoi? Ben, on a le signal du trait morse. Donc ça, c'est le coup de marteau. Le coup de marteau, c'est un décalage que je vous ai dit du trait morse. Et ceci, c'est la transformée de la place du trait morse. Bien sûr, pour une durée delta t, pour une durée qui va durer delta t, un temps de delta t.
Donc on a une durée delta t. Voilà. Bien sûr, là, on a K. On a K, hein, parce que ici on a K. Et il est décalé, si vous voulez, de T0. On a le décalage. Donc on a la durée, voilà, du coup de marteau, qui est la durée du trémorse qui devrait être débutant en 0, mais il est décalé par rapport au trémorse de T0. Et bien sûr, il a, on va dire, une amplitude qui vaut K. Alors là, je définis l'impulsion de Dirac. Je vais aller vers l'impulsion de Dirac. Alors pour ça, il faut que je fasse quoi? Il faut que je dise que l'impulsion cette fois-ci, elle doit valoir 1, obligatoirement. L'aire de l'impulsion doit valoir 1. Parce que je vais définir l'impulsion de Dirac à partir de maintenant. Donc je vais dire que l'impulsion a une aire égale à 1. Vous voyez, il est là. De toute façon, il est là. L'impulsion a une aire égale à 1. Ce qui veut dire que l'aire, c'est quoi? C'est le delta t ici, fois l'amplitude, qui vaut 1. L'aire ici vaudra 1. Donc k fois delta t, son aire vaudra 1. Donc le signal d'impulsion, cette fois-ci, je vais le définir avec une aire égale à 1, obligatoirement, parce que je vais définir le signal d'impulsion de Dirac. Qui lui a une aire d'office égale à 1. Donc je vais partir à partir d'une impulsion avec une aire égale à 1. Bon, si l'aire vaut 1, qu'est-ce qui se passe ici? Je réduis le delta t. Si vous réduisez là le delta t, qu'est-ce qui se passe? La hauteur, là j'ai un delta t, là je réduis le delta t, là je l'ai réduit, mais la hauteur va monter. Pour avoir une aire égale à 1, pour conserver l'aire égale à 1, la hauteur remonte du rectangle. Alors de nouveau ici, je prends un delta t encore beaucoup plus petit, et là la hauteur est montée jusque là. Et ainsi de suite. Plus le delta t va devenir petit, plus le K va augmenter. Plus le delta t devient petit, plus le K va augmenter. Et pour l'impulsion de Dirac, je vais faire tendre le delta t vers 0, et le K, vous aurez compris qu'il va tendre vers l'infini. Donc j'aurai un delta t qui tend vers 0, et un K qui va tendre vers l'infini. Delta t tendra vers 0, et K tendra vers l'infini. Ça va être l'impulsion de Dirac. L'impulsion de Dirac, ce sera ça. Alors ça, c'est toujours le coup de marteau. Cette fois-ci, je dis que l'impulsion a une aire égale à 1. Je suis obligé. Pour définir l'impulsion de Dirac, il faudra que je dise que l'impulsion a une aire égale à 1. Tout à l'heure, bon, je disais que c'était pas trop grave. Mais maintenant, pour définir l'impulsion de Dirac, je vais partir à partir de l'impulsion. Donc, je suis obligé de dire que l'impulsion valait déjà une aire égale à 1. Et donc là, je pourrais dire que l'impulsion de Dirac aura une aire égale à 1. Alors l'impulsion de Dirac, elle est définie comme ceci. Si delta t moins t0 vaudra 0, elle vaudra 0, voilà. L'impulsion de Dirac, vous voyez qu'elle vaut 0. Bien sûr, c'est l'impulsion de Dirac pour t moins t0. Hein. C'est celle qui est décalée. Hein. Elle est décalée de t0. Hein. Je ne démarre pas en 0. Voilà, c'est l'impulsion de Dirac qui débute en t0. Donc elle vaudra 0 avant t0, elle vaudra 0 après t0, mais elle vaudra l'infini, elle tendra vers l'infini quand on aura t0. C'est ce qu'il est marqué là. Si t est plus petit que t0, ben on a 0. Si t est beaucoup plus grand que, strictement plus grand que t0, on a 0. Voilà, les deux cas de figure qu'on a 0, soit on a à gauche de t0, soit on a à droite de t0. Voilà. Mais maintenant, elle vaudrait l'infini si t égale t0. Donc, et ça, c'est l'impulsion de Dirac, bien sûr, décalée. C'est l'impulsion de Dirac décalée. Attention que ça, c'est le nom de l'échelon unité, mais ça, c'est le nom de l'impulsion de Dirac. Ça, c'est l'impulsion
de Dirac. Et ça, c'est le nom de l'échelon unité. Donc, quand vous voyez delta, c'est l'impulsion de Dirac. Voilà. Alors ici, je calcule l'intégrale de l'impulsion de Dirac. Il n'y a pas besoin de calculer l'intégrale, parce que par définition, sa définition, l'impulsion, elle vaut 1. Elle vient d'une impulsion qui vaut déjà 1. L'air vaut 1. L'air vaut 1. Alors le K, vous remarquez que le K il tend vers l'infini, et le delta T il tend vers 0. Mais que l'air vaut 1. L'air de cette impulsion-là vaut 1. C'est une aire unité. Alors, je vais marquer quoi? Je vais marquer que L delta T moins T, la transformée de la place vaudra la transformée de la place de LT moins T0 vaudra 1 E moins PT0. Elle est décalée par rapport à la vraie transformée de Dirac qui vaut, voilà, qui vaut 1. L de delta T vaut 1. Alors pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, rappelez-vous, l'impulsion c'était ça. Cette fois-ci, je considère une impulsion d'air unitaire. Unité. L'impulsion c'est ça. Alors là, je prends de ce qu'on appelle la série de Taylor, à deux termes, les deux premiers termes de la série de Taylor. Alors je vous rappelle que la série de Taylor, c'est aussi valable pour les nombres réels que pour les complexes. Ici, P est un complexe, P est égal à A plus BJ. Et donc je prends les deux premiers termes, 1 moins PT, 1 moins PT delta T va donner 1 moins PT. Et donc, si je fais 1 moins 1, bon, je peux le faire, c'est pas un problème. Pour ça, je vais effacer ceci. On aura 1 moins 1, ce qui fait 0, mais on aura moins par moins, ça fait plus, il va rester P delta T, K sur P, les P se simplifient, on aura K delta T. Mais qu'est-ce que c'est K delta T? Vous allez voir précédemment, K delta T, c'est l'air. C'est l'air. Donc ne pas oublier le E moins PT, bien sûr. Hein. E moins PT0. Donc ceci, c'est l'air. Mais l'air vaut 1. Donc on aura E moins PT0. Donc ça, c'est l'impulsion de durée delta T dont j'ai fait tendre vers 0. C'est pour ça que j'ai pris la, comment on appelle ça, la série de Taylor. Hein. J'ai fait tendre delta T vers 0. Là, c'est au voisinage de 0. Hein. Je calcule E moins PT au voisinage de 0. P est un complexe, on s'en fout, ça ne change rien. Ben, en fait, c'est rechercher voilà, la série de Taylor de E de moins X qui vaut 1 moins ici moins X, le P vaut 1. Voilà, moins X, P vaut 1. Donc on aura 1 moins X, si vous voulez. Si j'avais eu, je crois, si on avait eu E de X, normalement on doit avoir 1 plus X. Et donc j'applique ça parce qu'on est au voisinage de 0. J'applique pour quelque chose qui tend, delta t tendant vers 0. Voilà, delta t tend vers 0. Mais l'air vaut 1. Delta t, il tend vers 0, mais l'air vaut 1. Mais attention, que je vous rappelle que si ça tend vers 0, là on tend vers quelque chose qui devient de plus en plus grand, enfin qui va tendre vers l'infini. Hein, va tendre vers l'infini. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est pour ça que j'ai noté ceci. J'ai noté que ça c'est l'air qui vaut 1, on s'en fout de ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai noté ceci. L de delta t moins t0, mais c'est k fois delta t, ça fait 1, parce que l'air vaut 1, E moins pt0, parce qu'il est décalé voilà, de t0. Alors maintenant, si j'indique si t vaut t0 égale 0, je mets 0 là-dedans, ben, j'aurai L de delta t, et là, je remets E moins pt0 avec t0 qui vaut 0, E de 0, ça fait 1, j'aurai 1 fois 1, ça fait 1, donc L de delta, la transformée de la place de l'impulsion de Dirac vaudra 1, elle vaut 1. Ça, c'est la transformée de la place de l'impulsion de Dirac. Alors, rappelez-vous que delta t tend vers 0 et K tendant vers l'infini, et K delta T, l'air vaut 1. Ça, c'est l'impulsion de Dirac. Voilà, ça, c'est la définition de l'impulsion de Dirac.
Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais je comprends pas bien le série de Taylor. Ben, je vais aller voir vite les séries de Taylor. Ici, vous allez sur Wikipédia, série de Taylor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous regardez. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur les séries de Taylor? En mathématiques et plus précisément en analyse, la série de Taylor au point A. Donc ici, moi, je suis au point 0. Parce que je l'étudie pour delta t tendant vers 0. Delta t tendant vers 0. Donc, c'est au voisinage de, voilà, d'un t égale 0. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Si je suis en delta t moins t0, je l'étudie en t0, donc je suis au voisinage de t0. Mais si je fais l'impulsion Dirac en t0 égale 0, donc l'impulsion Dirac de delta t, non pas delta t moins t0, voilà, donc j'étudie, ça dépend de ce qu'on étudie comme série de Taylor. Celui-ci, ben, voilà, il est décalé, de toute façon il est décalé ici. Je ne fais intervenir que le delta t ici, qui va tendre vers 0. Donc lui, il est décalé en t0. Décalé en t0. Donc c'est au voisinage, si vous voulez, on va dire de 0. Delta t tendant vers 0. On est au voisinage de 0. C'est un voisinage. Voilà. Alors la série de Taylor dit que quand on a un voisinage, donc en mathématiques et plus précisément en analyse, la série de Taylor, c'est une série, hein, tout d'abord sachez que c'est une série, c'est une sommation, hein, c'est des formules de sommation, rien de plus, hein, c'est des séries. Séries, ce sont des sommes, on va dire, voilà, infinies. C'est des séries, ce sont des sommes infinies. Mettez-vous dans votre tête que c'est des sommes infinies. D'ailleurs, je vais vous voir tout de suite, vous allez voir que c'est des sommes infinies. Donc, la série de Taylor au point A d'une fonction f réelle ou complexe, vous voyez qu'elles peuvent être complexes, et justement, moi j'ai une fonction complexe, e moins pt delta t, c'est une fonction exponentielle complexe. Hein. Voilà. Alors, indéfiniment dérivable, ça veut dire qu'elle est toujours dérivable, toujours, hein, on va la dériver n fois, elle est toujours dérivable. Hein. Indéfiniment dérivable, en ce point, appelé aussi le développement en série de Taylor de f en A, est une série entière qui s'écrit somme de Cn fois x moins a exposant n. Voilà. Mais n, ça dépend, voilà, combien de fois vous avez dérivé. Hein. Voilà, combien de fois vous avez dérivé. N, si vous avez dérivé 2 fois, on aura le n qui voudra une certaine valeur, 3 fois une autre valeur, 4 fois une autre valeur. Voilà, le n, il est variable en fonction voilà, des dérivés. Donc, construite à partir de f et de ses dérivées successives, vous voyez que ce sont les dérivées successives en a d'une fonction f. Une fonction f est dite analytique en a si cette série coïncide avec f au voisinage de a. Donc ici on a toute une panoplie de fonctions qui coïncident avec la sinusoïde, si vous voulez, au point x tendant vers 0. Pour x tendant vers 0, vous voyez qu'il y a plein de fonctions qui sont vertes, bleues, jaunes, etc., roses. Eh bien, il y en a une noire qui est la sinusoïde. Eh bien, toutes ces fonctions-là, si vous les prenez au voisinage de 0, mais toutes ces fonctions-là, bon, je veux dire, auront une tendance d'allure qui va se rapprocher de la sinusoïde. Au voisinage, bien sûr, de x0, parce que si vous prenez les fonctions au-delà voilà, de 0, ça n'a rien à voir. Hein. Ça donne des fonctions qui s'en écartent même. Elles s'écartent toutes de la sinusoïde. Sauf quand on se rapproche au voisinage de 0. Et c'est ce qu'a découvert, je veux dire, M. Taylor, qui est Brooke Taylor, dont la série porte le nom de Taylor. Alors, soit une fonction indéfiniment dérivable, on peut la dériver autant de fois qu'on veut, en un point A, le développement de Taylor en ce point d'un polynôme P de degré inférieur ou égal à n est P de x. Vous voyez que c'est une sommation. Alors, on retrouvera toujours, bien sûr, le cas de la factorielle. Vous voyez que ça commence en 0. Ça commence en 0, ça veut dire que f de 0, la première, je crois qu'on ne la dérive pas. Hein. On a les dérivées successives, mais la première, on fait tout simplement la première. Ouais, la première, on ne la dérive pas. On aura la dérivée première, seconde, troisième, etc. Mais la première, on ne la dérive pas. Alors, vous voyez qu'on a x moins a exposant k, et chaque fois f de k, c'est la dérivée. C'est la dérivée km. Mais en commençant par
f de 0, c'est-à-dire la première on la dérive pas, puis on a dérivée première, dérivée f de 1, f de 2, dérivée deuxième, qui est dérivée seconde, dérivée troisième, dérivée quatrième, etc. Et bien sûr, il faut remplacer dans cette fonction par a, il faut remplacer la valeur de a dans cette fonction. Et alors, va intervenir un coefficient qui est une factorielle au dénominateur. On aura toujours factoriel qui dépendra du k factoriel. Et bien sûr, l'exposant x moins a, bien sûr, c'est toujours le a. Mais bien sûr, quand vous avez a égale 0, x moins a, c'est x, hein, puisque a vaut 0. On aura toujours x. On aura x exposant 0, qui est une constante d'ailleurs, x exposant 1, x exposant 2, exposant 3, x, voilà, et ainsi de suite. Vous aurez indéfiniment, suivant le nombre de dérivées successives que vous avez faites, ben, vous aurez des termes qui vont venir s'adjoindre. On appelle le polynôme d'interpolation d'Hermite de f en a l'ordre n. Ce polynôme Pn est aussi la partie principale du développement limité de f en a à l'ordre n, donné par la formule de Taylor. La série de Taylor de f en a sera définie, voire infra, comme la série entière dont la énième somme partielle est égale à Pn. Pour tout entier n, cette série peut être utilisée pour les démonstrations théoriques, tandis qu'on se limite au développement à l'ordre n pour des utilisations numériques. Alors moi je l'ai utilisé à l'ordre 0, donc j'ai été jusque j'ai une constante, oui, ben elle est là. Vous voyez que le premier il est pas dérivé. Le premier il est pas dérivé, hein, c'est ce que je vous ai dit. On dérive le premier, on dérive le second, on dérive le troisième, on dérive le quatrième, voilà. Et c'est x-1, moi c'est au voisinage de 0, donc le a, on aura x-1 ça fait 0, x-0 ça fait x-a ça fait x, voilà, exposant 1, bon le 1 on ne le note pas, le deuxième terme c'est x moins a, comme a vaut, si a vaut 0, on aura x au carré, puis x au cube, x exposant 4, si a vaut 0. Si a vaut 0, voilà, on est au voisinage de 0, ben, on aura des x partout. Et bien sûr on a la dérivée première, deuxième, troisième, quatrième, et le premier on ne dérive pas. Donc ce qui veut dire que e-pt, vous remplacez tout simplement le t par 0, e-pt, si vous remplacez par 0, pt, t valant 0, moins p fois 0, ça fait 0, e de 0, ça fait 1. C'est pour ça que vous avez 1 moins. Vous avez 1. Le premier terme, c'est 1. Le second terme, vous dérivez e moins pt. Voilà. Donc, e moins pt va donner 1 sur moins p, e moins pt. Bien sûr, en 0, e moins pt, ça fait e de 0, ça fait 1. Donc, il va rester e de moins p sur factoriel de 1, bien sûr. Ah non, je dérive, j'intègre pas, je dérive, je m'excuse, je dérive e moins pt, ce qui fait moins p fois e moins pt, moins p fois e moins pt. Donc, on a bien ce qu'on a retrouvé, donc c'est juste. Donc, je vais faire, regardez bien, je vais faire pour deux termes, comme je l'ai fait, voilà, e moins pt, ce sera quoi? Le premier, c'est, je remplace par f de a. F de a, moi ici, le voisinage, il vaut 0, c'est f de 0, voilà, plus, je fais factoriel de 1, x moins a, enfin ici c'est t, donc ce sera t moins 0 exposant 1, je le fais pour les deux premiers termes, hein. Je l'ai fait pour les deux premiers termes de toute façon, je n'ai pas été plus loin, voilà, hein. Et là, bien sûr, c'est le e moins pt dérivé, et que je dois remplacer par le point 0. Donc e moins pt, ce qui fait moins p, e moins pt, voilà, avec t qui vaut 0, donc e moins p, e de 0, ce qui fait 1, donc il va rester quoi? Là, ceci, ça fait moins p fois 0, ce qui fait 1, et là, il va rester moins p, et ne pas oublier, t moins 0, ça fait t, donc il va rester e moins pt. Il va rester e moins pt. C'est ce que j'avais, donc j'ai pris les deux premiers termes. J'ai pris les deux premiers termes. Voilà, E moins P delta T vaut 1 moins PT. Avec P qui est un complexe ici. Voilà.
Bon, mais maintenant, pour éviter tout ceci, vous pouvez directement aller chercher les séries, hein. Alors, les séries, elles sont là. Voilà. Moi, vous devez prendre série, non, vous devez prendre l'exponentielle e de x. Mais ici, c'est e moins x, hein. Donc, c'est xn sur n factoriel. Et bien sûr, ici, c'est au voisinage de 0. Série de Maclaurin, c'est au voisinage de 0. Vous voyez que on a chaque fois x, x, x. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est pas une série de Taylor, mais c'est une série de Maclaurin. J'ai fait une série de Maclaurin. Parce que c'est au voisinage de 0. Quand vous êtes au voisinage de 0, c'est d'office la série de Maclaurin. Parce que la série de Taylor, c'est pour tout autre voisinage A. Voilà, et si c'est particulier, quand on a A égale 0, ben on est en série de Maclaurin. Série Maclaurin, ici, elles sont quasiment toutes là. Enfin, quasiment, la plupart qu'on utilise. L'exponentielle, on a l'exponentielle. Le logarithme, la somme d'une série géométrique, hein, 1 sur 1 moins x, 1 plus x exposant alpha, qui est le binôme. On a sinus x, cosinus, tangente et sécante, ce sont les fonctions trigonométriques, voilà, vous les avez là. Arc sinus, arc cosinus, arc tangente, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente hyperbolique, argument sinus hyperbolique, argument tangente hyperbolique et la fonction de Lambert, la fonction W de Lambert. Voilà. Alors, là, on a chaque fois le rayon de convergence qui va avec, infini, 1, infini, infini, puis demi, 1, infini, infini, puis demi, 1 sur eux. Bon, voilà, ça c'est concernant les rayons de convergence. Et il vous explique sur les rayons de convergence, si vous voulez savoir un peu plus, bon, tout est expliqué dans ce site-là. Le but, c'est pas de vous expliquer tout ça. Et alors, bon, tout d'abord, il y a des petites explications qui viennent en cours. Ici, bien sûr, si par exemple, vous voulez savoir ce qu'est une fonction analytique, voilà, il vous explique ce qu'est une fonction analytique, vous rentrez là-dedans. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez savoir, par exemple, qu'est-ce qu'un développement limité, vous allez voir là-bas. Voilà. Il y a toutes des définitions. Bon, maintenant, c'est des définitions à connaître par cœur, bien sûr. Alors, bon, maintenant, il y a aussi. Bon, ici, c'est quoi ces coefficients-là? Alpha n, c'est ce qu'ils utilisent dans. C'est ce qu'ils utilisent là-dedans, hein. Par exemple, vous voyez que là-bas, série du binôme, vous avez alpha n. Et alpha n, ben, vous allez voir ce qu'il est marqué là. Alpha n, c'est ça, apparaissant dans le développement 1 plus x exposant alpha. Voilà. Qui est alpha fois a, alpha moins 1. Voilà, sur n factoriel. Bon, c'est l'expression que vous avez en bas. Alpha n. Bon, alors si maintenant vous voulez savoir un peu plus sur par exemple les rayons de convergence, voilà, tout est expliqué sur les rayons de convergence ici en fait. Enfin, tout non, mais c'est pas encore là. Euh, pas encore ça. Non plus.
Enfin, vous parle de rayon de convergence ici, vous explique. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.